Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va se mettre d'accord évidemment aujourd'hui autour de Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour. Bonjour. Jackie Isabello, communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'impact. Bonjour. Bonjour Valérie. David Marguerite, vice-président de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin. Bonjour à Valérie. vous. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour à vous. Bonjour chère Valérie. Et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Tous, vous êtes là pour commenter l'actualité. Le niveau scolaire, on attend les résultats du baromètre PISA à 11h, donc on va pouvoir le commenter en direct. Faut-il faciliter le redoublement ? Il n'y a pas de sujet tabou, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Éducation. Crépol, eh bien finalement ce n'est pas forcément ce qu'on avait dit au départ, comme quoi mea culpa et il faut être extrêmement prudent quand on ne sait pas, attendre un petit peu que les choses se précisent vers le scénario d'une bagarre généralisée et puis attentat terroriste à Paris et insécurité. Est-ce qu'il faut un plan B pour la cérémonie d'ouverture des JO ? Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sophie, c'est bientôt Noël. Les jouets de Noël vous intéressent ? Ah, ça m'intéresse. Je dois dire que les bras m'en tombent. Il y a, figurez-vous, comme jouet, un kit télétravail pour les enfants. Non, mais on s'en remet pas. Le kit télétravail pour qu'ils fassent comme papa et maman et qu'ils comprennent bien ce qu'ils font. Alors, on a un mini info ordinateur, un truc sur les oreilles, un petit bureau et vous pouvez offrir un kit télétravail à votre enfant. Alors ça, c'est la première chose. Oui. Mais la deuxième est encore pire, mais c'est du même genre. Mais alors, peut-être un commentaire, ça vous choque Sophie, le kit il y a un télétravail kit chirurgien, il y a un kit pompier, moi qui suis fils d'eux. C'est vrai que c'est un peu ridicule, mais le kit télétravail, c'est pas un métier vous, comme Sophie, pompier. Métier, oui. qui est quand même Jacqueline, une des c'est pas un grandes métier. défenseuses de. Je vais dire défenseuses. Il y a des pompiers en télétravail. Non, Il y a mais des pompiers en télétravail. il y a le kit. Qui vont éteindre les incendies en il y a le télétravail. kit de certaines activités, de jardinerie. Me cherchez pas là-dessus, Michel. Je vais vous en donner des exemples. Mais surtout que Sophie est une des grandes défenseuses de l'esprit d'entreprise, du monde du travail, du fait qu'il faut aimer son entreprise. La mutation sociologique du télétravail, Sophie, c'est quelque chose que tu as prendre en compte. On va arrêter, vous qui dites avez n'importe quoi. en fait été une des grandes prêtresses du marketing, entendre dire que les gens qui ont des idées marketing, certes ridicules, mais qui peuvent à un moment amuser, que vous trouvez ça, moi ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne. Eh bien, C'est une Jackie, idée je du vais marketing, continuer à vous mais étonner 90% des idées du marketing sont ridicules. Alors, ça, non, c'est le capitalisme alors, d'entreprise. Mais l'important, c'est que ça plaise, là, il que fait ça marche exprès. et que ça fasse L'important, plaisir. c'est que ça plaise, mais alors à ce moment-là, on peut tout inventer. Non, mais là, il me Exactement. provoque. Je ne répondrai même pas. Dire aux enfants, oui, c'est super, je suis en télétravail. Et puis le kit télétravail pour l'école, pourquoi ils iraient à l'école ? Non mais attendez, moi je suis... C'est évidemment un coup de Ça s'appelle gueule le CNED, l'enseignement à distance. et vraiment bravo chère Sophie. En plus je découvre la boîte de jeux. Il y a un bébé, enfin c'est un bébé, il doit avoir 2 ans, 3 ans, entouré d'écrans. C'est une honte. Parce que évidemment, à cet âge-là, on n'encourage pas, surtout par le jeu, dont on connaît la fonction pédagogique et formatrice des enfants, à effectivement ce qui doit être un appendice, un pis-aller, quand on ne peut pas aller directement au travail. Donc effectivement, moi je pense que c'est pas une très bonne idée de cadeau de jeu. Quoi. Merci. Bon. C'est David, totalement je vous en ridicule. prie. Moi, Ouais. j'ai des enfants en bas âge, je ne leur achèterai pas de kit télétravail pour Noël. Bon. Et un kit de travail tout court. Oui, mais Alors, à propos de travail, si vous m'autorisez un deuxième coup de gueule, Valérie, très court. Bénédicte Couillard. Vous savez, c'est la Bérangère. Bérangère Couillard, vous savez, qui reprise les chaussettes. Non, c'est la ministre. C'est très bien, reposer Elle est secrétaire d'État. Secrétaire d'État, oui, elle est secrétaire d'État. Elle est secrétaire d'État et c'est elle qui a eu l'idée, pour qu'on ne jette pas, de faire repriser les vêtements et de faire ressemeler les chaussures. Ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a 90% des enfants qui n'ont pas de chaussures, qui ont que des tennis. Mais bon. Ouais. Et bon, mais peu importe, c'est pas le sujet. Là, elle a une idée brillante, marketing peut-être, mon cher Jackie, qui consiste à envoyer 500 CV bidons
tenez-vous bien, 500 CV pièges à 500 entreprises pour repérer les discriminations. Oui, elle est secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Oui, donc, et alors, je ne sais pas ce qu'elle a dit sur France Inter aussi, que c'était pour la discrimination contre LGBT. Et donc, j'aimerais savoir quel est le chef d'entreprise qui a demandé les pratiques sexuelles des gens qui recrutaient. Hein. Enfin bon, il y a 500 CV bidons. Et je trouve que c'est diviser les Français, c'est leur montrer, leur désigner l'entreprise du doigt, prétendre a priori qu'il y a discrimination. Alors on regarde où ils habitent, de quelle couleur ils sont, si c'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Et je sais pas où elle a rajouté LGTB, alors là je comprends pas. LGBT. Pardon. Non, LGBT, QY, etc. Attention, soyons complets. Mais il faut savoir que les gens les plus discriminés à l'emploi, et je ne me lasse jamais de le répéter, sont les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap. Ça c'est choquant comme démarche, vous voyez, parce que ça part du principe que les entrepreneurs ont dans l'idée de discriminer, et ça l'institutionnalise plutôt que de le prendre à l'inverse et d'essayer de voir comment traiter ces sujets. Mais pour revenir sur cette histoire de télétravail, Sophie, c'est quand même je ne vais pas dire avancé, mais c'est un des changements majeurs dans l'entreprise. Et donc, dans mes entreprises, moi, j'ai donné des primes télétravail, donc on donne des primes pour pouvoir équiper les gens. Il faut une bonne chaise, il faut un écran à hauteur, il faut quand même laisser entendre que quand on travaille chez soi, ça se fait quand même de plus en plus. Vous êtes assez rétrograde dans la manière dont vous vous tenez tous les deux. Il faut faire attention à la manière dont on travaille. On a le droit de sortir sur quel bureau. 30% des Français pas trop rester assis. Les gens qui télétravaillent. Seulement. Les gens qui télétravaillent, quel est le problème de santé publique qu'ils rencontrent? Mécaniquement, ils prennent 20% du poids supplémentaire. C'est pas le sujet. Non, mais attendez que quelqu'un. Je n'offrirai pas ça à mes enfants, mais d'un point de vue. Non, Jackie, le sujet, c'était est-ce qu'il est normal de piéger avec 500 CV anonymes? Moi, je revenais sur le télétravail. Non, mais le télétravail, je vais vous dire, le piège est très important parce que tout recrutement est une discrimination. Ouais. On choisit quelqu'un par rapport aux autres. Oui, David. Moi, je pense que personne ne conteste le fait que les recrutements doivent se faire de façon non discriminée. Mais en effet, recruter, c'est choisir. D'une certaine manière, il y a des discriminations dont on ne parle pas. Vous l'avez dit, Valérie, les discriminations à l'égard des personnes en situation de handicap. Mais là, il y a des lois, c'est concret, pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Et il y a une autre discrimination, peut-être, dont on parle moins, parce qu'on est toujours focalisé sur les discriminations LGBT ou les discriminations du nom de famille. C'est la discrimination à raison du prénom. Qui est beaucoup plus difficile à détecter en fonction des origines sociales. Enfin, en tout cas, on en parle moins, mais c'est une véritable discrimination qui existe, et on sait que des choix se font entre des prénoms, et c'est pour le coup difficile à détecter. Moi, ce que je veux dire, c'est que Kevin, en tout cas, c'est pas cette opération d'envoyer 500 CV qui va changer quoi que ce soit, si ce n'est que de rajouter un peu d'huile sur le feu. On attend plutôt des mesures concrètes de la part du ministre, plutôt que ce type d'opération. Non, mais attendez, des mesures concrètes, comment on va prouver qu'il y a eu discrimination? Oui, c'est très difficile. Ça va être voté à l'Assemblée, comment lutter contre ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on a parlé de victimes, c'est-à-dire que ceux qui sont victimes de discrimination, comment va-t-on les accompagner? On est complètement fou, alors qu'on a besoin de bosser entre les campagnes des vendeurs qui vous empêchent d'acheter. La subvention, par contre, au textile, parce que le type qui peut pas acheter sa veste, on va subventionner le secteur qui va très mal. On marche sur la tête. Michel, sur ces alors on me dit, voilà, quid des discriminations envers les gens laids. Les seniors sont discriminés à l'emploi aussi, c'est vrai. Alors il y a un député de Guadeloupe qui est aussi engagé contre les discriminations capillaires. Ah oui, j'ai vu ça. Qui a même déposé une proposition de loi qui s'appelle contre la glottophobie aussi. Je vous dirai son nom. Il m'excusera, j'ai eu un trou de mémoire, mais il est très engagé contre les discriminations capillaires. Par contre, agir contre le chômage des jeunes, ça c'est une autre affaire. Oui, voilà, c'est ça. Mais je discutais avec un DRH qui m'expliquait la complexité aujourd'hui du recrutement, parce que vous ne pouvez poser aucune question. Vous ne pouvez pas demander si la personne est mariée. Vous avez vu la charte antidiscrimination ? Elle dénombre une vingtaine de points. Il faut être formé, il faut être un athlète pour conduire un entretien d'embauche aujourd'hui, pour pas tomber dans les pièges de ce qui serait qualifié par certains. Heureusement, oui, mais comme vous le savez, Sophie, 99% des entreprises sont des TPE, PME. Oui, mais justement, là, ils s'en fichent. Ils sont adhérentes à l'éthique, des fois.
Parfois. Allez, on va marquer une pause. Olivier Servat, le député qui a déposé, a déposé une proposition de loi contre les discriminations capillaires. Et c'est quoi si contre on est chauve? Les chauves, les personnes qui ont des cheveux crépus, ou qui ont le mulet. Par contre, ça, on devrait interdire le mulet. Le culte de la victime, effectivement, dit Thomas, c'est le culte de la victime. On parlait de discrimination, je vous encourage à lire, c'était dans le Figaro ce matin, un article sur Ercilia Soudet, dont on a parlé ici, qui estime que elle s'en prend plein, enfin ses copains disent qu'elle s'en prend plein la gueule, que si ce n'était pas une femme, on n'en parlerait pas comme ça. Et elle dit, c'est un grand mépris de classe, je n'ai pas les codes de la bourgeoisie, je m'habille comme je le souhaite, je ne sais pas me tenir droite, je parle fort de façon populaire et j'ai la flemme de me couler dans le moule. C'est pas parce que vous venez d'un quartier populaire que vous ne devez pas savoir vous tenir et respecter un certain nombre. Et rassurez-vous, il y a des enfants de bourgeois qui se tiennent horriblement mal. Absolument. Qui sont habillés n'importe comment et les parents feraient mieux de s'en occuper. Donc c'est pas une question de quartier populaire. Et puis de dire parce qu'on est populaire, on se tient mal et on est mal habillé. Et on parle c'est stigmatisant. Qui a dit ça? Ercilia Soudet. Quel mépris de classe. Des députés au contraire. insoumises. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble donc avec David Marguerite, vice-président de la région Normandie et président de l'agglomération du Cotentin, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Jackie Isabello, communicant et fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. On va parler du niveau scolaire, on attend les résultats de l'enquête PISA qui devrait incessamment sous peu nous arriver. Faut-il faciliter le redoublement? On va revenir sur Crépol, le drame de Crépol, vers un scénario d'une bagarre généralisée. Et puis, faut-il un plan B pour la cérémonie des Jeux d'ouverture des JO? On pourra également parler du gel des avoirs du président du Hamas qui vient d'être annoncé par le gouvernement français. Mais nous avons un jeu. Vous savez que Sud Radio fête Noël et récompense ses auditeurs. Le grand sapin de Noël de Sud Radio, vous l'avez vu, il est magnifique dans l'entrée. Plein de cadeaux au pied du sapin avec des casques Bluetooth qui sont offerts par Sud Radio et la Confédération des buralistes. On a aussi des séjours. On a plein de cadeaux sous notre sapin. Donc appelez-nous pour éventuellement gagner un de ces cadeaux. 0826 300 300. C'est toute la journée, toutes les heures on vous fait gagner un cadeau. Oui, mais pas aujourd'hui. Vous appellerez après, voilà. Mais vous gagnerez peut-être autre chose. Il y a plein de cadeaux. Donc on vous attend. Bonne chance. Et un chiffre entre 1 et 25, Sophie? 13. Le 13e appel. Ce sera le 13e appel qui remportera le cadeau que nous découvrirons tout à l'heure. On va continuer, nous, notre tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. David, Marguerite, vous, c'est un coup de gueule qui concerne votre région. Oui, et qui concerne d'ailleurs pas que ma région, mais toute la France. On a eu la COP28 ce week-end qui a plutôt abouti à une bonne nouvelle, puisque pour la première fois, le nucléaire apparaissait non pas comme un problème, mais une solution. On a appelé à tripler la production nucléaire dans le monde. En tout cas, une vingtaine de pays l'ont fait. Ça, c'était vraiment très encourageant. Dans le même temps, on a eu loin un discours un peu alambiqué dont on est coutumier du président de la République sur le développement des énergies renouvelables. Et on a une loi en ce moment qui est la loi sur l'accélération des énergies renouvelables sur les territoires qui est en train de s'appliquer. Comment ça se traduit concrètement sur les territoires? Eh bien, vous avez de plus en plus d'industriels qui vont voir des maires qui mettent la pression pour installer des éoliennes avec la promesse de recettes fiscales dans le contexte que l'on connaît. On mesure bien la pression que peut ressentir le maire. Et sur les agriculteurs. Et sur les agriculteurs, ce qui est en train de se passer, c'est une menace probablement encore plus forte pour nos paysages que celle que représentent les éoliennes terrestres, avec le développement du photovoltaïque. Alors attention, je ne parle pas du photovoltaïque, des panneaux sur les parkings, sur les bâtiments agricoles ou sur d'autres bâtiments qui posent pas de problème. Ce qui est en train de se passer dans cette loi, qui n'a pas régulé ou très peu régulé leur implantation, c'est le développement du photovoltaïque dans les champs, c'est-à-dire de champs qui sont cultivables à 4-5 mètres de hauteur. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller regarder sur Google ce que ça représente en termes de destruction paysagère massive. On comprend l'agriculteur qui voit arriver l'industriel, qui lui dit ça va être 4-5 fois plus de rendement que la terre agricole, il accepte. En région Normandie, on a pris une mesure courageuse, Hervé Morin l'a fait, c'est d'interdire
totalement ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Pourquoi l'interdire complètement ? Parce que si vous ne l'interdisez pas complètement et que vous mettez le doigt dans cette affaire, eh bien dans 5 ans, dans 10 ans, on peut prendre le pari qu'on aura le même scandale que sur les éoliennes, avec un développement massif, des agriculteurs qui, à juste titre, aujourd'hui disent on marche sur la tête, qui retournent les panneaux et qui, acculés, accepteront ce type d'opération sur des champs qui sont très cultivables et très rentables en termes de production. Donc il y a 2 risques, c'est la production alimentaire française qui se joue, notre souveraineté aussi alimentaire, et le risque paysager sur lequel j'insiste. Moi, ce que je veux dire, c'est que une bonne politique en matière d'énergie, c'est bien évidemment le nucléaire. Moi, j'y suis très attaché. On y est très attaché dans ma région et ailleurs. C'est d'avoir un développement raisonnable et raisonné des énergies renouvelables. Ça veut dire l'hydrogène, ça veut dire l'hydrolien, ça veut dire les énergies marines renouvelables, mais loin des côtes, parce qu'on voit aussi l'écart entre les photos qui ont été montrées et les premières implantations sur les côtes françaises, avec quand même là aussi une dégradation paysagère massive. Et en tout cas, attention aux fausses bonnes idées. Le photovoltaïque, oui, sur les bâtiments, oui, en effet, pour le développer sur les bâtiments agricoles et sur les parkings, mais pas dans des champs qui sont cultivables, parce que là, il y a un vrai risque majeur pour nos paysages et notre ruralité. Moi, j'ai une question à vous poser. Un conseil régional est compétent pour voter l'interdiction par exemple, donc de l'agrivoltaïsme sur l'ensemble des communes rurales de sa région. Oui, parce qu'il y a un schéma. C'est-à-dire que quand bien même la loi autorisé, non, ça ne sera pas possible. En fait, on a un schéma. Au-dessus des maires, vous êtes au-dessus des maires. Alors, on a un schéma qui s'appelle le SRADET, c'est un peu technique, mais qui est un schéma de planification de l'aménagement dans la région, qui a une valeur opposable sur les PLUI. Et donc, dans le SRADET de la région, dans notre document de planification, Hervé Morin a choisi d'introduire une disposition qui est l'interdiction de l'agrivoltaïsme au nom de la préservation de nos paysages et de notre ruralité. Ça s'impose c'est opposable aux agriculteurs, aux communes qui voudraient le faire, et à l'État, aux industriels qui voudraient. Absolument. Voilà. Eh ben moi, je trouve ça génial, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans un État hyper jacobin, où d'habitude tout se décide de Paris, où tout est fait dans une combinaison souvent entre des grands industriels et des aristocrates de l'État, comme je les appelle. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un basculement vers une France beaucoup plus décentralisée, où les collectivités locales ont le pouvoir de dire oui ou non sur ce qui se passe sur leur territoire. Oui, parce qu'elles connaissent leur territoire. Mais c'est vrai aussi que ça dit à nos concitoyens qui vivent dans d'autres régions de regarder ce que fait... Et c'est un peu le message que je voulais passer. Le conseil régional, et comment, alors on ne va pas jeter l'opprobre ou stigmatiser, comme on dit, certains présidents de région, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu aussi. Oui, complètement. Il y a une pression financière très forte qui existe. Et moi, je comprends d'ailleurs ceux qui n'y résistent pas. Dans le contexte dans lequel on est, c'est même légitime. C'est un calcul rationnel qui est fait. Et en effet, le message que je voulais faire passer, c'était que derrière la bonne idée de panneaux photovoltaïques, ça paraît sympathique. Il y avait un article dans le Parisien qui expliquait que c'était moins cher, etc., d'en installer aujourd'hui. Il y a une vraie menace pour nos paysages, notre ruralité, l'équilibre alimentaire du pays. Ouais. J'approuve complètement. Très bien. Alors Jackie, vous, c'est un coup de gueule, vous nous emmenez sur toute autre chose. Oui, sur toute autre chose. Moi, je suis depuis 20 ans, en tant que parent, mes citoyens, catastrophés par... ce cas de Fourniret-Olivier. Aujourd'hui, vous savez que se tient le procès de Monique Olivier, dont les experts ont démontré que c'était une femme dont le quotient intellectuel est largement au-dessus de la moyenne, puisqu'elle est quasiment... Ça a été revu, ça a été revu à la baisse par une autre expertise, mais en tout cas, alors après, les expertises... elle a fait partie du... elle a été très active dans les enlèvements des enfants. Et moi, je suis catastrophé par cette affaire-là, parce que je pense que ça révèle quand même les limites d'une certaine justice par rapport à des gens qui sont... d'une malignité tout à fait excessive, mais aujourd'hui le coup de gueule, c'est que le président de ce procès a décidé de limiter de façon assez excessive les prises de parole des parties civiles. Il reste encore aujourd'hui énormément de meurtres à découvrir, parce que vous savez peut-être que Michel Fourniret, sur la demande d'un de ses co-détenus, a décidé d'envoyer une lettre assez sibylline indiquant qu'il aurait pu tuer 35 personnes, et on est loin d'avoir découvert pour l'instant 35 victimes. Voilà, donc la manière dont la société dans son ensemble, dont la justice, dont l'opinion publique est à chaque fois torturée dès que Monique Olivier ou avant elle Fourniret décidait de prendre la parole pour s'afficher dans les médias, parce qu'il y a un rapport égotique à l'image qui est
qui est assez terrible, eh bien, ça catastrophe tous les parents de France et je suis assez dépité qu'on ne trouve pas de solution pour arriver à faire parler cette femme-là. C'est pour ça que je disais à mon ami Michel Taube que j'allais un peu l'agacer et je suis parfois en privé tenté de sortir de la réserve qui doit être la mienne, respectant la hiérarchie des normes juridiques et l'organisation de notre société. Mais voilà, ce cas, comme beaucoup de gens, moi, me terrifie et me fait un mal fou depuis plus de 20 ans maintenant, et 20 ans parce que ça fait référence, voilà, comme tout le monde, à l'âge de ses enfants, mais aussi au cas terrible de cette jeune fille Estelle Mouzin qui a disparu il y a 20 ans. Ouais, c'est un procès, oui, assez glaçant qui se tient en ce moment et c'est innommable. Je ne dirais qu'une chose, c'est que à une époque, pendant une longue époque, Fourniret aurait certainement été condamné à mort et exécuté. Oh là là. Et heureusement, ça ne l'est plus parce qu'une justice d'humain n'a pas droit de vie ou de mort sur autrui. Oui, mais tel n'est pas le débat. Mais il pourrait y avoir quelque chose qui remplace la peine de mort. Non, mais moi je souscris la perpétuité, ce que vraie. Jacques Isabello a soulevé comme... non. Bon, Michel, vous aviez un... Alors oui, c'est de l'actu un peu chaude, mais c'est peut-être juste pour insister sur... un peu ce en même temps qui tourne à une forme de duplicité terrible, puisqu'on a appris ce matin même à 9h30 que la France annonce le gel des avoirs du chef du Hamas à Gaza, qui s'appelle Yahya Sinwar, celui-là même qui serait l'architecte de l'attaque du 7 octobre, de ce crime contre l'humanité, de cette déclaration de guerre du 7 octobre du Hamas contre Israël. Et donc la France a décidé le gel des avoirs pour 6 mois, de ses avoirs en France. Donc déjà, moi je savais pas qu'il avait des avoirs en France. Découvre, je pense que les Gazaouis qui vivent dans la misère seront contents de l'apprendre. Exactement. Et surtout, ce que je voudrais dire... Yasser Arafat qui avait un appartement place du Palais Bourbon, qui était excessivement riche. Milliardaire. Quand on voit la misère dans laquelle vivent les Gazaouis. Ah mais de toute façon, la corruption des autorités palestiniennes, que ce soit en Cisjordanie ou Hamas, ou à Gaza, c'est une grande spécialité palestinienne. Et c'est une des raisons principales du destin tragique que connaissent les Palestiniens depuis des décennies. C'est qu'ils n'ont jamais eu des gouvernants à la hauteur d'une fonction de direction d'un peuple pour l'aider à se développer, à s'éduquer, etc. Mais surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est très bien d'avoir gelé ses avoirs, mais honnêtement, quelle duplicité avec, par exemple, cette conférence humanitaire qui a été organisée à Paris il y a maintenant 1 mois, qui a récolté sous présidence française $1 milliard ou d'euros, mais je crois que c'est des dollars, pour apporter de l'aide humanitaire à Gaza. C'est très bien. Mais ce $1 milliard va aller directement, mais vraiment directement, dans les poches du Hamas. Parce que le Hamas est l'autorité et l'organisation qui contrôle tout ce qui se passe à Gaza. Et donc qu'on vienne m'expliquer comment l'aide humanitaire va-t-elle être distribuée à la population sans que le Hamas ne prenne l'argent au passage pour s'armer, pour continuer à se cacher derrière les civils, etc. Et donc je ne comprends pas, cette naïveté française qui est de dire oui, il faut arrêter de tirer sur des civils, oui, il faut développer l'aide humanitaire, oui, il faut protéger les civils, mais honnêtement, comment faire quand vous avez une organisation qui contrôle tout ce qui se passe sur ce territoire? Il y a vraiment cette duplicité totale. On marque une page de pub et on y revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de débattre et de commenter l'actualité. Je voudrais qu'on réagisse, que vous réagissiez à la mise en lumière. C'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, enfin peut-être un coup de gueule de Michel Taube avec la France qui annonce le gel des avoirs du chef du Hamas. Moi, la question que je me pose, c'est
on est presque le 7 décembre. Il s'est passé le 7 octobre. Qu'est-ce qu'on a attendu 2 mois avant de prendre cette décision? Et on voit dans le communiqué qui a été fait que pour l'instant, le ministère des Finances, le Trésor, est incapable de dire quels sont ces actifs en France. Mais visiblement, il doit y en avoir. Mais c'est assez étonnant d'avoir mis autant de temps. C'est étonnant. On peut dire 2 mois après, en effet, qu'on s'en est rendu compte 2 mois plus tard. Et c'est pour 6 mois. Michel expliquait pour 6 mois. Pourquoi 6 mois? Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas définitivement? Enfin, moi, ce que je constate, c'est que je crois qu'Emmanuel Macron, on peut le dire, achève la voix de la France dans le monde, enfin un peu plus chaque jour. Faut pas exagérer. Ah non, j'exagère pas. Je considère. On l'achève nous-mêmes, la voix de la France. Il est quand même là pour la porter. Il est président de la République. Non, je suis pas d'accord. C'est trop dur. Laissez-le terminer. Non, je termine sur le conflit israélo-palestinien. Il était un temps pas si lointain où la voix de la France, elle était attendue, elle était même espérée, qui était une voix d'apaisement, une voix d'équilibre. Aujourd'hui, on a une voix de confusion la plus complète. Mais qui n'est pas confus dans cette histoire? Je suis désolé, la France, elle a un message clair à porter. On l'a évoqué ici. On peut pas faire une interview à la BBC pour dire le contraire, tout est le contraire de ce qu'on a dit, une semaine après, et demander un cessez-le-feu sans réclamer la libération des otages. Moi j'insiste, c'est la crédibilité de la voix de la France qui se joue. Et encore une fois, la voix de la France, elle avait quelque chose à apporter. Et je crois toujours qu'elle peut avoir quelque chose à apporter au monde, et en particulier dans ce conflit. On se rappelle de la diplomatie de Jacques Chirac. Qui était une diplomatie forte, qui avait un message singulier à porter dans le monde et qui était attendu. Je suis désolé, la transposition du en même temps du tout et son contraire à l'échelle internationale, ça se traduit par la décrédibilisation de la voix de la France dans le monde et donc de son affaiblissement. D'un point de vue diplomatique, c'est passé quelque chose. Juste ça, 30 secondes, parce que la situation n'a jamais été à ce point compliquée de façon internationale. Je crois que Macron a essayé au début, on lui a aussi beaucoup reproché d'essayer de parler avec Poutine et d'essayer d'atténuer ce qui se passait avec l'Ukraine. Moi, je pense qu'il avait raison. La diplomatie est la seule arme que nous ayons. Enfin, quand vous êtes impuissant, regardez le Liban, allez demander aux Libanais. Ils sont foudrages. Ils adorent les Français quand même. Non, mais peu importe. Vous n'allez pas au Liban en disant on va tout régler, je vais prendre ça en main. Oui, il y a des défauts. Mais une coalition internationale contre le Hamas pour après expliquer que... La prise de position vis-à-vis des... Le problème, c'est que Emmanuel Macron aurait dû écrire un livre qui s'appelle The Art of Deal, c'est-à-dire le livre qui a été écrit par Donald Trump, parce qu'il réagit en économiste, il fait des deals économiques. La diplomatie, c'est de savoir rester dans une forme d'ambiguïté, mais de ne pas se déjuger. Et le problème, c'est que Emmanuel Macron franchit systématiquement cette ligne. Donc les diplomates sont obligés quand même de garder en tête, votre exemple est celui-ci, mais les diplomates vous diront qu'il n'y a pas d'amis ou il n'y a pas d'ennemis, il y a des défenses d'intérêt. On va pas reprendre les grandes citations après le décès de Kissinger. Mais c'est de dire, il faut savoir faire comprendre aux gens que nous avons des intérêts et que si parfois la grande actualité, en tout cas l'actualité très émotive telle que nous la vivons, peut choquer les gens. La France a ses intérêts et elle doit les défendre. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron dit tout et son contraire, comme il a dit dans plein de sujets. Donc il maîtrise bien l'économie et cette façon d'avancer dans le domaine de l'économie, ça restera tout à fait accrédité à son bilan, mais dans tout un tas d'autres domaines, et d'un point de vue diplomatique, c'est quand même une catastrophe. En Europe, moi j'ai hâte quand il va se mettre en tête, après avoir laissé son 2e mandat, de devenir un des leaders de l'Europe, parce qu'il l'a fatalement en tête, la réaction des dirigeants, qui vont lui dire, mais tu vois pas le nombre d'ennemis que tu t'es fait. Et en tant que diplomate, c'est pas possible, et il le fait, il continue de le faire comme il l'a fait depuis le début. Juste un dernier point, quand il s'est rendu en Israël il y a quelques semaines après ce qui s'est passé le 7 octobre, il a une idée géniale. Il a eu une idée extraordinaire. Il a appelé à une coalition internationale contre le Hamas. Et je me suis dit, super, surtout qu'il aurait eu des alliés arabes. Parce qu'il y a beaucoup de pays arabes qui sont totalement opposés au Hamas et à ce qu'il représente. Énormément, hélas. Mais s'il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Non, c'est une question de dynamique. Il y a les Émirats Arabes Unis, il y a l'Arabie Saoudite qui aurait suivi, il y a Bahreïn, il y a le Maroc, il y a d'autres pays, il y a le Soudan, il y a l'Égypte qui aurait suivi. Et malheureusement, il a complètement changer de point de vue. Il a abandonné cette idée et il a décidé de pactiser en fait politiquement, j'ai envie de dire, avec le Hamas et d'autres alliés, et c'est fort regrettable. Mais rappelez-vous, juste pour conclure, il l'a fait avec les Italiens. Rappelez-vous sur la Libye.
Il a quand même porté atteinte aux intérêts italiens. Il a humilié les Italiens sur cette politique africaine. Il a engueulé les Polonais qui sont nos partenaires. Aujourd'hui, on en a besoin en Ukraine. Il a expliqué qu'il fallait parler à Poutine. Il a dit l'inverse. Avec l'Algérie, un coup, il parle de crimes contre... Non, mais ça, c'est un vrai problème parce que vous aviez raison de dire que la voix de la France compte et il ne reste plus que sa voix aujourd'hui parce que économiquement, c'est quand même compliqué. Eh bien, on s'est souvent moqué de François Hollande, mais au moins lui, il avait le mérite de garder en tête ce qu'étaient les positions gaulo-mitterrandiennes de la France. Alors là, il a disparu le ministre des Affaires étrangères. On a eu ce débat déjà hier un petit peu sur François Hollande et autres, et on est parti loin effectivement, mais le gel des biens du chef du Hamas qui arrive quasiment 2 mois après interroge. Donc on verra, ça dure 6 mois et on verra effectivement ce que ça peut provoquer, susciter. Un tout petit mot quand même, c'est quand même un pays de liberté. Je ne défends pas, évidemment, que c'est catastrophique qu'on ait eu les biens, que la France soit refuge, mais il y a un secret bancaire, il y a la liberté en France. C'est vrai que beaucoup, alors si on va par là, il y a beaucoup de dictateurs qui se réfugient en France. Ben oui. Il y en a énormément. Mais c'est aussi un pays de liberté où, oui. Mais puisqu'on était sur la diplomatie, juste conclure en disant quand même, rappelons aux gens qui l'ont sans doute un peu en tête, c'est que la France a des intérêts très importants vis-à-vis du Qatar. Et des pays de cette région-là, et que le Qatar est quand même le premier financeur du Hamas, et donc la France regarde toujours avec attention ce qu'elle fait quand elle doit discuter avec ce pays qui peut avoir une certaine influence dans cette région. Du moment qu'ils sont un pays qui soutient le foot, on les adore. Voilà, c'est navrant. C'est un des aspects du soft power qui est utilisé par le Qatar en France, mais également en Europe. Mais on manque de vision, et ils nous achètent des Rafales quand même. Gagne partout et c'est catastrophique. On a notre gagnante, figurez-vous, c'est Corinne. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Vous nous appelez du Lot. Oui. Il fait beau Oui, assez beau. Ah vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Vous êtes près de Villeneuve-sur-Lot ? Bon, non, vous êtes dans quelle ville ? Lot-et-Garonne, non ? Non, je suis dans le Lot, dans le sud du Lot, à Castelnau-Montratier. Un tout petit village magnifique. Bon, vous préparez les fêtes de Noël ? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez acheté votre sapin ? Pas encore, ça va venir. Ça va venir. Alors, nous allons découvrir ce que vous avez gagné. Quel est le cadeau qui est sous le sapin, sous notre sapin de Noël ? Eh bien, vous avez gagné un bon cadeau d'un montant de 75 € chez cadeau.com. Vous pouvez retrouver plus de 5000 cadeaux originaux à personnaliser avec un prénom, une photo, et puis ce sera livré chez vous directement. C'est assez sympa. Vous pouvez, vous avez une idée, non ? Vous voulez mettre la photo de votre, je sais pas, de votre mari, de vos enfants ? Non, je vais pas mettre la photo de mon chat, non. Oh, allez. Bon, en tout cas, je pense que vous trouverez votre bonheur. Avec Et je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier d'exister. Parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Donc un grand merci. Merci beaucoup Corinne, ça nous touche énormément. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour continuer l'actualité, à commenter l'actualité. Merci encore de votre fidélité Corinne. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Question que je vous pose, François Hollande. Est-ce que le gouvernement israélien devrait appeler à mettre fin à la colonisation ? Oui. Comment voulez-vous avoir 2 États si dans l'État que vous voudriez reconnaître, l'État en l'occurrence palestinien, vous avez mité le territoire par la colonisation ? Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble toujours sur le plateau dans ce studio de Sud Radio. On va parler des résultats de PISA, donc de l'enquête PISA, qui ne sont pas bons pour la France. La France enregistre une baisse historique du niveau en maths selon donc cette étude. C'est une étude qui a été menée auprès d'élèves de 15 ans en mathématiques donc, et c'est un contexte de baisse généralisée des performances d'une manière générale dans le monde entier, mais en France c'est encore plus que dans les autres pays. On perd 21 points contre une moyenne de 15 points dans les autres pays. Comment est-ce qu'on est arrivé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Moi, je peux juste raconter une anecdote. Oui, allez-y, quand il y a eu cette réforme du bac, je me souviens, j'étais dans une réunion de parents d'élèves et puis on dit voilà l'équivalent des B, donc ceux qui faisaient de la science éco, qui devaient faire des écoles de commerce, il y aura plus de maths. Et moi, je pose une question en disant donc ces filières-là qui doivent faire HEC ou quelle que soit l'école, il y aura plus de maths. Mais je dis mais c'est pas possible. Enfin, c'est revenu, hein. Il faut faire des maths financières, etc., etc. Enfin, moi, j'en ai fait. Et les profs qui disent c'était lunaire. Les profs qui disent oui, c'est vrai. Et 2 ans après, alors qu'on a un conseil des programmes, qu'on a tous les sachants, ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de vider les programmes complètement d'un minimum d'apprentissage des maths. Et aujourd'hui, on se plaint d'avoir un niveau, alors que l'intelligence artificielle arrive, que toutes les entreprises qui vont être créées demain pour créer de la valeur doivent l'être dans ces univers-là. Très honnêtement, quand vous avez l'ensemble du corps professoral qui vous fait ce constat, alors que vous avez fait une école de commerce et que vous savez quand même qu'il faut faire la différence entre bénéfice et chiffre d'affaires et de calculer un prix hors taxe et TTC, et qu'on supprime les maths, je me suis dit, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, le problème est là. C'est qui on en est arrivé là, je pense, parce qu'il y a une obsession égalitaire dans le pays depuis des années sur le sujet de l'éducation, qui fait qu'on a voulu atteindre à tout prix les 80% d'une tranche d'âge au bac. Alors le bac ne vaut strictement plus rien. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a un taux de chômage qui est parmi les plus élevés d'Europe pour les jeunes de moins de 25 ans. Donc moi, je pense qu'en effet, cette obsession égalitaire, elle s'est traduite par des chiffres qui sont catastrophiques, qui sont confirmés aujourd'hui. Moi, je lisais qu'on a un tiers des sixièmes qui ont un niveau de CE1 en français, que la moitié maîtrise mal la langue française, que le niveau de classe d'une classe de maths de 4e aujourd'hui, c'était le niveau de classe de maths de 5e d'il y a 15 ans. C'est absolument dramatique. La question du redoublement, je trouve que c'est une bonne question. Pourquoi c'est une bonne question ? Parce que le redoublement, ce n'est pas une punition, c'est une seconde chance. Mise à niveau. C'est une seconde chance. Il faut assumer de dire que c'est une seconde chance. Il y avait, je lisais dans le Parisien, qu'il y avait 33% de redoublants en 1987. On n'a pas fait une génération d'offensés ou de stigmatisés pour autant, parce que on leur a permis, avec cette seconde chance, de rattraper le niveau. La conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 3% de redoublement, parce que depuis 2014, il est quasiment supprimé dans les faits pour ne pas stigmatiser. C'est qu'on recule de tous les classements. Mais le pire de tout cela, c'est que finalement, les victimes de tout cela sont les jeunes qui sortent du système scolaire en situation de décrochage. Parce que quand on veut faire passer à tout prix dans le niveau d'après sans en avoir les capacités, on crée un traumatisme chez un certain nombre de jeunes qui ne sont plus en situation de s'intégrer dans leur classe, et qu'on retrouve dès la classe de 3e en voie de décrochage scolaire. Les indicateurs là sont très mauvais, et donc cette obsession égalitaire, moi j'assume de le dire, elle est aujourd'hui lourdement responsable des classements de la France et du malheur d'un certain nombre de jeunes. Il y a un juste milieu, parce que des études ont prouvé que quand on avait redoublé, on n'était pas meilleur après. Bon, là on parle pas du redoublement, hein. Si. Non, on parle des maths, on va parler du redoublement, mais sur les maths. Alors, la question sur les maths est que qui décide ? On a des ministres de l'Éducation nationale qui sont tous différents les uns des autres, dont on subit parfois les caprices. Et puis, je remarque une chose, c'est que on a un déclassement des professeurs qui est terrible. C'est une des explications. Et c'est l'explication. Et ce déclassement des professeurs qui font un peu de politique en classe éventuellement d'ailleurs. Beaucoup. Et ce qui est terrible, c'est que ce déclassement, c'est dans le public, alors que quand on veut que ces enfants soient élevés, y compris d'ailleurs dans tous les milieux, on essaie de les mettre dans le privé, et que le privé fonctionne bien, beaucoup mieux, et qu'il y a une seule solution pour aller vite, comme on peut pas changer les professeurs et qu'on en a plus d'ailleurs, c'est immédiatement d'essayer de faire privatiser, qu'il y ait des gens qui rachètent des écoles. Il y a que ça, il y a que le privé qui va sauver actuellement le public, parce qu'on n'a pas les moyens. Il y a pas de profs. C'est quand même. Non, mais on fait comment ? C'est un échec majeur, parce que ça pose la question de l'égalité des chances, pour le coup, qui est la vraie question de l'école. Et de la reproduction des inégalités qui n'a jamais été aussi forte. Je pense que lorsqu'on dressera le bilan des années Macron, je pense qu'il y a une des graves décisions qui, pour moi, est une anomalie. Quand on connaît l'auteur de cette décision, c'est Jean-Michel Blanquer, qui par ailleurs est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a des engagements très forts sur la laïcité, qui est, je pense, un homme bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Mais le fait d'avoir effectivement dévalorisé, supprimé les maths, honnêtement, j'ai pas compris. Enfin, celui d'après, c'est pas mieux comme ministre. Et les conséquences sont terribles, parce qu'elles ne concernent pas que les bacheliers.
cette décision de dévalorisation des maths a envoyé un message à toute la société française, aux enseignants, aux parents d'élèves, aux enfants eux-mêmes, qui est catastrophique, parce qu'effectivement, avec la langue de son pays, donc le français, les mathématiques, c'est quand même la matière. Mais comment est-ce que le président et la femme du président n'ont pas réagi ? Et ça, c'est vraiment catastrophique. Mais vous savez, et ça Sophie, restera au bilan de Macron. Regardez ce que vous disiez. L'erreur originelle, c'est 80% d'une classe d'âge au bac. Comment, à un moment, avec tous les spécialistes, on peut ne pas, comme on le fait dans les entreprises, faire un constat en se disant 80% d'une classe d'âge au bac, on a tiré le niveau vers le bas. De l'autre côté, on a tout un tas de travaux, de travaux manuels, de métiers manuels qui ne sont pas servis. Il manque 300 000 jobs dans tout un tas d'entreprises. Il faut revaloriser, qui a des impacts politiques majeurs. Oui. Parce qu'on est en train de s'écharper sur une loi immigration, alors qu'il faudrait revaloriser ces travaux manuels pour qu'on ait des gens qui travaillent dans les entreprises. C'est pas fromage ou dessert. C'est de se faire ce constat. Le troisième constat, c'est de dire, vous avez des étudiants qui font Polytechnique aujourd'hui, qui vous disent j'ai fait une prépa et maintenant je m'emmerde à Polytechnique. Les cours qui me sont proposés ne sont pas à la hauteur. Quand on a ce constat-là, qui à un moment va dire il faut tout remettre à plat ? Eh bien personne, parce que celui qui va oser le proposer, soit il va être traité de populiste, soit il va avoir des millions de personnes qui sont dans l'écosystème et qui ne voteront pas pour lui, alors que les choses sont claires. Il faut reconnaître au ministre de l'Éducation quand même, pour avoir une note positive, qu'il a depuis qu'il est ministre un discours qui est un discours très ferme, de bon sens. Alors maintenant on attend des actes, mais il fait plutôt une bonne entrée en matière et il semble en tout cas poser les vraies questions. Je pense que sur la question de l'apprentissage, alors, il a lancé la question du redoublement, donc ce qui est déjà courageux presque en soi d'ailleurs de la poser, il l'a fait il y a quelques jours. Et sur la question de l'apprentissage, oui en effet, je pense qu'il faut revaloriser complètement cette voie d'excellence. Je pense que d'ailleurs beaucoup de progrès ont été faits depuis 10 ans. On a des indicateurs qui sont meilleurs sur l'apprentissage. Ce n'est plus assimilé à l'échec scolaire comme ça l'était. Quand même. Et quand même, c'est mieux que ça l'a été. Je pense qu'on peut. On est sur l'apprentissage. Vous le savez mieux personne. Aujourd'hui, le problème de l'apprentissage, c'est que les spécialistes vous disent on finance des formations qui sont au-delà du bac plus 2, alors qu'au départ, c'était pour amener l'entreprise à faire grandir aux côtés de l'éducation des jeunes qui étaient en bac moins 2 sans que ce soit caricatural. Et donc en fait, on s'aperçoit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les plus formés qui bénéficient de cette rentrée dans les entreprises, des financements de l'État qui sont très importants. Donc il faudra regarder cette partie-là, mais ce constat, il existe quand même. Regardez, les architectes vous disent demain, on va nous demander de verdir la ville. Il va nous falloir un paquet d'horticulteurs paysagistes pour travailler dans la ville. Eh bien, demandez à toutes les formations s'ils ont suffisamment d'élèves. Eh bien, ils n'ont pas suffisamment d'élèves. Il faut du privé. On n'écoute pas vous regardez toutes les formations en sciences politiques. On est loin de savoir écrire, lire et compter. On va en parler avec le redoublement, parce que c'est de ça dont il s'agit. On parle d'élèves de 15e qui aujourd'hui sont d'un niveau absolument catastrophique. Donc, une des explications, c'est effectivement les profs, le niveau des profs qui a baissé. Puis il y a l'anxiété. Aussi, et puis l'anxiété des élèves qui est l'anxiété par rapport aux maths. Moi, je voudrais insister sur une autre chose que moi je constate en tant que parent d'une fille qui a 13 ans. En fait, on a aussi un problème de la façon dont on enseigne les mathématiques, la physique et la chimie. Moi, j'ai gardé le souvenir de ce grand physicien prix Nobel de physique, Pierre-Gilles de Gennes, qui expliquait comment il arrivait à intéresser des jeunes à la physique, et donc j'imagine aux maths, parce que c'est quand même aussi lié. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a des adolescents à partir de 10-13 ans, ils veulent tous être chimistes, ils veulent tous se manipuler, ils veulent faire la cuisine en découvrant que l'impact de tel produit sur tel autre, etc. Et en fait, les cours qui sont donnés dans les écoles ne travaillent pas du tout, n'incite pas du tout, ne valorise pas ce côté un petit peu apprenti sorcier que veulent avoir chacun des enfants. Et il y a un décrochage, je trouve. Avec les mathématiques, c'est pareil. On peut, par des méthodes extrêmement vivantes et concrètes, avec des objets, apprendre les maths, etc. Et il y a un décalage. Et donc, moi, quand j'entends des grands physiciens, je veux redire, comme je sais que Valérie est une grande féministe, donc on va citer le nom de la prix Nobel de physique, qui est la deuxième femme prix Nobel de physique dans l'histoire de France, Anne
Stéphane L'Huillier, qui a reçu donc le prix Nobel de physique avec un autre Français, Pierre Agostini, et qui se verra décerner le prix Nobel la semaine prochaine à Oslo. Et donc simplement voilà, on a un savoir-faire extraordinaire en France. On a des mathématiciens extraordinaires comme Cédric Villani et d'autres, et on n'arrive pas à le transmettre dans les écoles. C'est par l'excellence, qu'on arrivera vous avez à combien intéresser les de enfants. Pierre-Gilles de Gennes, vous avez combien de Cédric Villani? Je veux dire, juste deux mots rapidement sur l'apprentissage et la question de l'orientation sur l'apprentissage. Je suis tout à fait d'accord. Les chiffres progressent surtout dans l'enseignement supérieur, mais c'est un moteur d'image pour les autres, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel, parce que un des problèmes est l'anxiété dont vous parliez, Valérie, c'est aussi le fait que les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'ambition, et qu'ils arrivent en classe de 6e, 5e, et qu'il faut faire naître l'ambition. Et faire naître l'ambition, ça suppose de leur donner à voir. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Ça suppose de leur donner à voir les métiers. C'est pas un temple, l'école, dans laquelle l'entreprise ne pourrait pas venir. Pouvoir parler à un jeune de son métier, même le plus tôt possible, c'est aussi ça qui derrière donne envie. Mais pas suffisamment. Alors les régions ont la compétence sur l'information métier, donc on essaie de rentrer dans les collèges et les écoles de plus en plus. Il y a des résistances qui sont très fortes, mais en effet, pour qu'il y ait l'envie, moins d'anxiété, il faut que le jeune il sache de quoi il a envie pour le pousser en niveau, en compétence. Mais c'est la méthode. Mais moi, je ne savais pas ce que je voulais faire en terminale. Il faut laisser le temps aussi aux gens de se former. Vous n'allez pas leur dire en 6e, bon, allez, tu vas faire quoi. Mais il faut leur donner l'envie, quelque part, envie de faire quelque chose plus tard. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que la méthode d'enseignement global, je vois aux États-Unis, j'habitais les États-Unis petite pendant 3 ans. La façon dont ils traitaient les élèves était formidable. Ils adoraient, ils faisaient du sport. Non mais attendez. J'ai habité au Canada, ça a fait des milliers de décrocheurs où on choisissait, on choisissait à la carte au secondaire ce qu'on voulait faire, art plastique, dessin, gymnastique. L'école était sinistre en classe, elle était sinistre en France, elle était exactement comme la méthode française, c'est punition et à peine de récompense. On travaillait plus que tous les autres enfants. C'était incroyable le temps passé en classe avec pas de sport, pas de détente, etc. Et donc la méthode d'enseignement pose un vrai problème. Et puis un mot quand même, tous les métiers vont un peu maintenant dans les classes montrer ce qu'il faut se faire. Moi je trouve que Attal, et l'autre jour on a protesté ici, Valérie à tort je trouve, il faut mettre les enfants en 3e et en seconde, même 3 jours, même une journée, les mettre dans l'entreprise. Et puis on parle de discrimination si vous n'avez pas, mais la réalité c'est laquelle? C'est que si vous n'êtes pas pistonné, vous n'en trouvez pas. On est tous appelés en disant ma fille voudrait être journaliste. Mais c'est vrai. Bien sûr, on prend un mot d'une journée dans l'entreprise. Mais personne ne veut les prendre. Si vous n'êtes pas pistonné, vous faites quoi? C'est pour ça qu'en Normandie, on a lancé un grand réseau d'ambassadeurs métiers pour offrir un réseau à celui qui n'en a pas, parce que en effet, multiplier les expériences de stage découverte, on en fait plus de 5000 dans la région pendant les vacances scolaires, c'est une bonne chose. Et puis je pense qu'il y a aussi dans tous les sujets, bien sûr, dans tous les sujets qu'on évoque, il y a aussi un tabou, c'est l'évaluation. D'avoir voulu supprimer les notes en considérant que c'est stigmatisant, c'était une erreur. Évaluer pour pouvoir se situer et pour pouvoir progresser. Quand on n'a plus d'indicateurs en primaire pour savoir où on se situe finalement, on en arrive à ces résultats-là. Donc oui, le niveau des profs, le recrutement des profs, la valorisation des métiers, la question du redoublement, la question de l'évaluation et des savoirs fondamentaux, je pense que ça fait un tout. Et en tout cas, je pense que ça devrait être une priorité pour le pays et ça n'en est pas une aujourd'hui. Alors on se met d'accord sur quoi? Je pense qu'on est à peu près d'accord d'ailleurs. On se met d'accord. Et la réforme structurelle, on parle souvent en fiscalité de la grande réforme. Il faut arrêter avec ce 80% d'une classe d'âge au bac qui n'a aucun sens pour certains gamins qui ont besoin de découvrir des métiers et qui, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue, finiront directeurs ou présidents, mais qui auront démarré dans l'état d'esprit dans lequel ils étaient à l'époque. Donc on rend le bac plus difficile. Oui. On est tous d'accord. Le bac plus difficile pour ceux qui, en tout cas, souhaitent suivre ce cursus. Ils vont faire quoi? Enfin, on va voir. Bon, on continue. On va parler du redoublement, justement. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Il nous reste peu de temps. Peut-être quand même parler le redoublement pour ou contre? Contre.
non, attention. Il y a un discernement. Peu de redoublement, mais des redoublements quand c'est vraiment nécessaire. Il y en avait trop, il y en a plus. Vous avez 30% des élèves qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire ni écrire. Ceux-là, on leur donne pas la chance. On crée une année de classe de transition pour travailler en 6e, ils avaient d'où l'intérêt de redoubler avant. Alors redoubler, on peut pas faire redoubler une 10e ou c'est absurde. Non, mais c'est cette idéologie égalitariste qui a fait c'est devenu un tabou de parler de redoublement. Mais on ne doit pas arriver en 6e quand on ne sait pas lire et écrire. C'est d'où la question du redoublement. Non, je pense qu'un redoublement pour une enfant ou un enfant, il faut peut-être des classes intermédiaires, mais c'est vrai que le redoublement était excessif. On était le seul pays au monde où on redoublait à ce niveau-là. Donc il a fallu arrêter. Mais je pense qu'il y a un juste milieu. Est-ce que c'est la question? Alors, Jackie, vous êtes... Je suis d'accord avec Sophie. Oui, bon, pour... Moi, je suis totalement pour le redoublement quand on n'a pas le niveau pour passer au niveau supérieur, parce que c'est comme ça, après, que les gamins, ils décrochent, tout simplement. Ils se retrouvent dans une situation d'isolement parce qu'ils n'y arrivent pas, ils ne suivent pas. On peut pas le remettre comme c'était avant, ça marchait pas. Ce n'est pas une punition, en fait. La question, c'est de ne pas le présenter comme une punition, mais bien comme une deuxième chance. Je regarde là le classement. Singapour arrive en première position, le Japon, la Corée du Sud, là dans le classement PISA, l'Estonie, la Suisse, premier pays européen, c'est l'Estonie, le Canada, les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Allemagne. La France arrive 23e avant l'Espagne. Et voilà, ça s'arrête là pour moi. Mais ouais. Alors c'est des pays, c'est assez intéressant parce que les bons pays sont des pays plutôt autoritaires, plutôt rationnels et très très. C'est pas des pays du Sud. Enfin, c'est intéressant. Avec des pays qui sélectionnent beaucoup. Enfin, je veux dire Singapour, tout le monde peut pas faire des études, tout le monde rentre pas dans le système scolaire comme on le fait. Encore une fois, il faut revoir fondamentalement notre système de 80% d'une classe d'âge au bac. C'est une catastrophe parce que on a massifié, ça a des impacts. Les gens qui sont des spécialistes de l'enseignement supérieur, vous le direz, je prends un exemple. L'État a dit 80% d'une classe d'âge. La fac a dit je n'ai plus les moyens d'accueillir tout le monde. Donc on a pris des établissements, on leur a dit on va créer des labels dans tous les sens pour que vous ne vous y retrouviez pas. Il y a les grandes écoles, il y a tout un tas de labels et en ce moment il y a une invasion de tout un tas d'établissements d'enseignement privés qui utilisent les financements de l'apprentissage pour prendre des gamins et leur dire que leur formation va être reconnue par le ministère du Travail, alors que pour faire un master, il faut être reconnu par l'enseignement supérieur. Et ils se retrouvent au bout de 3 ans, ils ont quasiment rien. Donc l'économie, la mauvaise économie a pris en main ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ça coûte un fric fou aux parents. Ils ne sont pas diplômés derrière, les compétences ne sont pas acquises et on est en train de créer une classe d'étudiants surendettés. Ça vous rappelle pas un pays, ça? Les étudiants surendettés, ça s'appelle les États-Unis. Ça crée de l'anomie sociale derrière. Il faut revenir sur cette sauf qu'aux États-Unis, les élèves ou les étudiants savent pourquoi ils s'endettent. Ils s'endettent parce qu'ils sont dans un pays où il y a de supprimer cette dette. Ils sont dans un pays où ils savent qu'ils s'endettent pour travailler, pour faire des études supérieures et avoir ensuite. Peut-être moins aujourd'hui, mais quand même, il y avait une culture. Américaines sont formidables. Il y a peut-être encore aux États-Unis une culture de l'excellence et du travail voilà. Donc en France, on a un système qui s'est vraiment tiré vers le bas. Mais pour moi, la cause principale, le surendettement des étudiants, pour vous, c'est une bonne chose. Pour moi, il faut rappeler qui est le père de cette idée terrible des 80. Non, c'est Jean-Pierre Chevènement. C'est Jean-Pierre Chevènement. C'est Jean-Pierre Chevènement qui était ministre de l'Éducation nationale avec François Mitterrand comme président de la République. C'est Jean-Pierre Chevènement qui a accouché de cette idée. C'est l'égalitarisme. Je pense que Jean-Pierre Chevènement ne voulait pas baisser le niveau. Il voulait permettre à tout le monde. J'aimerais terminer. Pour moi, le cœur du problème, il remonte à quelques années avant, c'est le collège unique. Parce que tout se joue au collège. Si on veut... Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, ça sert à rien d'être 80% d'élèves au bac, etc. Il faut dès le collège et pas dès la 3e. Oui, tout à fait. Dès la 5e. Marguerite, dès la 5e, pouvoir proposer aux élèves
une orientation plus professionnelle, la découverte du monde, etc., avec effectivement une orientation, mais d'excellence, pas une orientation de voie de garage, une orientation d'excellence vers des métiers où l'enfant va s'épanouir, se réaliser, et peut-être redevenir mathématicien ou physicien, parce qu'au contact de la matière concrète, et surtout pas en télétravail, il retrouvera des vocations qu'il n'avait pas dans un apprentissage extrêmement scolaire. Tout le monde doit s'y mettre. Donc, finissons-en avec le collège. Les professeurs, les ministres, tout le monde doit s'y mettre. Le Yaka Faucon, ça marche pas. Enfin, on voit bien que ça marche pas. Bah oui, donc tout le monde faut s'y mettre. Oui, tout le monde s'y met. Vous voyez bien qu'on n'arrive pas à recruter des profs, qu'on recrute à 7 sur 20 dans les concours. Donc est-ce que je peux proposer une idée? Est-ce que la région Normandie pourrait pas proposer, par exemple, qu'il y ait un collège technologique qui se crée dans votre territoire, en relation avec des entreprises de la région, le nucléaire est très développé dans votre région, par exemple, pour pouvoir former des collégiens qui, dans une approche un peu plus professionnalisante, s'épanouiraient. Pareil dans le monde rural. Il y a un problème de renouvellement de nos paysans. On peut peut-être créer des filières plus fortes dès le collège et pas que des lycées agricoles. Je pense qu'il y a un avenir de ce côté-là. Alors sans avoir la compétence des collèges, en revanche, on a la compétence sur l'information des métiers, parce que je pense que c'est quand même une des clés, sans qu'on puisse, en effet, Valérie a raison, choisir son orientation plus tôt, mais en revanche, sensibiliser les gamins au plus jeune âge aux métiers qui existent, ça donne envie. Là, il y a une expérimentation qui va être tentée dans 3 régions, dont la Normandie, pour permettre aux jeunes de 5e de découvrir les métiers, permettre aux entreprises de pouvoir témoigner, pouvoir faire du stage découverte, pouvoir parler à des professionnels, bref, pouvoir commencer. Mais pouvoir commencer à connaître le métier. Vous savez, il y a des pays comme les Pays-Bas où au maternel, où il y a des retraités. Ça s'appelle l'outil en main en France d'ailleurs, une association qui s'appelle comme ça, qui vient expliquer un peu les métiers. Ça fait de l'intergénérationnel par ailleurs et ça sensibilise. Moi, je pense que le sujet, c'est qu'en fait, c'est la voie unique. Il faut arrêter avec cette logique qui consiste à dire que tout le monde doit passer sur la même toise, que en effet, la question du collège unique, c'est une vraie question, qu'il y a la voie professionnelle qui est une voie aussi d'excellence. En Normandie et ailleurs, on met en place des écoles de production qui mettent en avant une pédagogie du faire pour apprendre, parce qu'il y a des gamins pour qui, et on est en train d'en développer au moins 1 à 2 par département, parce que c'est en fait sont des pédagogies qui permettent en fait de donner la confiance à des gamins qui n'en l'ont pas par le système classique et avec le geste. Et en fait avec le geste, et on voit la finalité du geste. Juste un point, Valérie, pour répondre à votre question, Françoise Héritier a beaucoup écrit là-dessus et elle a dit, avec le développement du travail féminin, les femmes les plus brillantes qui auparavant pouvaient être professeurs et apporter ce savoir-faire aux gamins, elles sont devenues avocates d'affaires, banquières, dans les grandes entreprises. Et cette classe d'âge de 80% d'une classe d'âge au bac, maintenant, elle est arrivée à l'âge d'être professeur. Il y a des choses, voilà, ce sont des paramètres à intégrer pour expliquer la baisse du niveau de certains professeurs. Bon, de toute façon, Gabriel Attal a la solution, c'est l'intelligence artificielle. Il vient d'annoncer l'intelligence artificielle pour tous dans un mail transmis au personnel de l'éducation nationale. Il veut démocratiser les outils de l'intelligence artificielle. Tous les élèves entrant au lycée seront désormais accompagnés à la maison d'un outil d'intelligence artificielle de remédiation. On va les mettre sur un écran encore ? Je ne sais pas. Oui, absolument. Mais je vous conseille de réécouter Jean-Jacques Bourdin ce matin. C'était très intéressant. Son invité parlait justement des dégâts des écrans. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, André Berkoff prend la suite. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.